Vidéo, je vais réagir à la vidéo d'Alan Baker, Animation versus Math. Donc je vais regarder la vidéo avec vous et progressivement je vais essayer d'expliquer les choses qui se passent parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour ce faire, je vais utiliser un tableau ici et éventuellement GeoGebra classique. Si ça vous intéresse, eh ben, vous pourrez accéder au tableau et au fichier GeoGebra que j'aurai généré en cliquant sur le lien qui est dans la description, en remplissant le formulaire, c'est-à-dire en me donnant l'adresse mail à laquelle vous voulez que je vous envoie ces documents. Voilà, je vous invite très fortement à aller regarder la vidéo Animation versus Math. Je vous mettrai un lien dans la description également. Et c'est parti. Alors au commencement, naturellement, on a le nombre 1. Donc 1 égale 1, jusqu'ici, tout va bien. Et là maintenant, on obtient l'opération d'addition et 1 plus 1 égale 2. Je pense que jusqu'ici, tout le monde avait compris. Voilà, et là, du coup, ce qu'on a, c'est en fait, quand j'ai dit tout à l'heure l'addition, en fait, c'est même pas l'addition, c'est l'incrémentation. C'est le fait d'ajouter 1 à chaque fois. Donc pour les gens qui savent un petit peu, qu'un peu les bases de la programmation, c'est comme si on faisait une boucle for en fait. Alors là maintenant, il fait quelque chose de nouveau, c'est qu'il prend le 2 du 12, il le réécrit sur sa décomposition 1 plus 1, et maintenant, là, on a une vraie addition, puisque on ajoute autre chose que 1. En l'occurrence, ici 2. Et donc, là, bah, il fait des successions d'additions à chaque fois d'ajouter 2. Et là, cette fois, il décide d'ajouter carrément le résultat qu'il avait obtenu. Et donc, il se remet à faire des additions de 20. Et là, il s'aperçoit que, en faisant, voilà, en faisant un peu vibrer le décor, il y a des sous-additions qui sont effectuées. Et il s'aperçoit comme ça qu'il peut réduire une très très longue addition finalement à une addition avec simplement 2 opérandes. Et là maintenant, il obtient une nouvelle opération, la soustraction. Donc pareil, il recommence le même principe, c'est donc du coup la décrémentation, le fait de retirer 1 à chaque fois. Et là il accélère un petit peu, il dit bon bah regardons ce qui se passe si on enlève carrément le résultat qu'on a obtenu. Et donc forcément, si on enlève le résultat qu'on a obtenu, on obtient 0. Et là, du coup, que se passe-t-il si une fois qu'on a 0, on retranche 1, et ben on obtient moins 1. Alors tout ça, ça paraît évident. Historiquement, le 0 c'est très tardif, notamment en Europe, et les nombres négatifs, c'est très tardif leur acceptation en Europe. Alors là, je vais prendre un petit point d'abord sur GeoGebra pour avoir un dessin un petit peu propre. Donc on va placer le point de coordonnées 0, 0. On va placer le point A de coordonnées 1, 0, et on va zoomer ici. Voilà, et on va tracer un cercle. Le cercle de centre O et qui va passer par A. Ok. Donc ici, si on a ce point-là, ce point A, on va tracer un segment. On va tracer le segment OA. Ici maintenant, donc on fait une rotation. Alors ici, rotation, où est-ce que c'est? Non, ça c'est pour les angles. Ah ouais, ça doit être là. Voilà. Voilà, rotation, rotation. Donc ici, on va faire la rotation du point A d'angle 90 degrés d'abord.
Alors attention parce qu'il a fait l'inverse. S'il fallait... J'ai pas l'infobulle qui m'indique comment il faut faire. Bon, j'imagine qu'il faut d'abord choisir le point dont on veut faire la rotation et le point qui est le centre. Voilà. Donc maintenant, on va tourner dans le sens anti-clockwise, dans le sens inverse des aiguilles du montre, ça nous arrive là. Et si on refait cette fois, non pas de 90 en partant de A, mais en partant de A', on va arriver ici. Voilà, on va arriver là, au point A seconde. Alors, ici, on doit expliquer aussi deux petites choses. Là, je vais passer au tableau pour le faire à la main, ce sera plus pratique. Donc, lorsque vous avez un cercle, comme ceci, de rayon R, vous savez que la circonférence de ce cercle, qu'on appelle aussi le périmètre, c'est-à-dire que si on déroulait le cercle comme ça à plat, eh bien, on aurait une longueur qui serait de 2πr. 2π fois le rayon. Sauf que si on déroule comme ça veut dire qu'en fait c'est comme si on était là et qu'on avait parcouru l'intégralité du cercle. Donc dit autrement, c'est comme si le rayon s'était baladé tout autour. Et donc il avait fait un angle de 360 degrés. Donc on va avoir cette équivalence entre 2πr et 360 degrés. Ce qui fait que de facto, R va être égal à 360 degrés divisé par 2π. Et R, le rayon, en latin, ça se dit radius. Et ça nous permet d'avoir une mesure qu'on va appeler le radian. Alors souvent, ce qu'on va prendre comme équivalence, c'est que puisque 2πr égale 360 degrés, en divisant par 2, on a l'équivalence πr égale 180. Donc on dira que pi radian égale 180 degrés. Et après, en général, on va même plus loin, on enlève, on n'écrit même plus le R, c'est sous-entendu, et donc on dira que un angle de 180 degrés, il sera égal à pi radian. Donc un angle de 90 degrés, il sera égal à pi sur 2 radian. Ok? Donc ça veut dire, si on revient ici, que le point A', il a un angle de pi sur 2 radian, et le point A seconde, il a un angle de pi radian. Maintenant, si on prend un point quelconque ici sur ce cercle, par exemple celui-là, on va le renommer, on va l'appeler M parce que ce sera un point mobile, on va s'amuser à le déplacer pour voir ce qui se passe. Voilà. Ici, on peut tracer un triangle. Avant de tracer un triangle, on va tracer les perpendiculaires avec les axes. Donc ici, la perpendiculaire avec cet axe-là. Et on ne l'avait pas tracé, mais on va tracer le segment qui est là. Et on va tracer la perpendiculaire avec cet axe-là. Ces perpendiculaires vont nous permettre d'obtenir ce qu'on va appeler les projecteurs, ou les projetés plutôt. Voilà, le projeté de M sur l'axe des abscisses et le projeté de M sur l'axe des ordonnées. Voilà. Qu'on va appeler, on va les renommer, celui-là on va l'appeler H. Et celui-là on va l'appeler K. Donc ça veut dire que ici, on a un angle droit, et ici également. D'ailleurs on va les faire, comme ça ce sera plus visible. Donc ici on a un angle droit, comme ceci, et ici on a un angle droit, comme cela. Ok? On va enlever les affichages parce qu'en angle droit on sait que ça fait 90. On n'a pas besoin de le mettre. Voilà. Et donc ce qui fait que ici, on va zoomer encore un petit peu, ici on se retrouve à pouvoir faire de la trigonométrie. On va avoir ici cette longueur-là qui correspond au rayon, d'accord? Alors on va enlever les étiquettes parce que c'est un peu chiant. Voilà. Voilà. Donc ici, on va mettre des couleurs sur ces segments. Ici, on a un angle, on va mettre l'angle qui est là aussi d'ailleurs.
on a un angle, voilà. Donc celui-là, c'est un angle qu'on va mettre d'une autre couleur, parce que sa valeur, c'est pas la même que les autres. On va enlever le label, voilà, et on va mettre d'une autre couleur. On va le mettre en orange, par exemple. Voilà. Donc ici, ce point-là, on peut le repérer par rapport à ses coordonnées, c'est-à-dire son abscisse et son ordonnée. D'accord? Son abscisse, elle correspond à la longueur du triangle, la longueur pardon, du côté OH. Ok? La longueur du côté OH. Alors ce que je vais faire, c'est que pour faire les calculs, je vais venir ici, parce que c'est plus pratique, et après, une fois que j'aurai fait les calculs, je reviendrai sur GeoGebra pour que ce soit tout beau, tout propre. Donc là, on fait en accéléré, vous vous rappelez qu'il y a la belle figure sur GeoGebra, d'accord? Là, c'est juste pour avoir un support pour raisonner. Ici, voilà, ici on a le point A, ici on a le point A', et ici on avait le point K. Ok? Donc là, petit rappel de trigonométrie de base, c'est que le cosinus de cet angle-là, donc le cosinus de l'angle HOM, voilà, le cosinus de HOM, c'est OH, côté adjacent, sur hypoténuse OM. OH, c'est ce qui va être l'abscisse de notre point M, qu'on va appeler de coordonnées XY, et OM, c'est le rayon de notre cercle, donc du coup c'est R. Donc on a une relation entre le cosinus de cet angle et son abscisse. D'ailleurs, la relation c'est la suivante, c'est que son abscisse sera égale à R fois le cosinus de cet angle-là. Alors cet angle-là, pour pas trimballer ça, on va l'appeler θ. Et donc du coup on pourra écrire x égale R cos θ. Et ici, ici ce qu'on peut faire, c'est que on peut remarquer que la longueur de HM, c'est la même que la longueur OK. On va le remettre sur GeoGebra parce que mon dessin est pas très joli, mais la longueur de HM qui est là, d'ailleurs on peut le faire effectivement, hein, on peut lui dire de tracer le segment HM, de tracer le segment OK, on va mettre des couleurs sur ces deux segments, et ici vous voyez que GeoGebra automatiquement il vous met la longueur si c'est un segment, et l'air si c'est une figure en deux dimensions, et il vous met là le volume si c'est une figure en trois dimensions. Voilà. Donc vous voyez que ces deux segments violets, c'est les mêmes en fait. Ils ont la même longueur. D'accord? Donc du coup, pour calculer OK, on peut tout à fait se placer dans le triangle OMH et calculer MH grâce à la trigonométrie, ce qui nous donnera aussi OK. Donc on peut obtenir comme ça Y, puisque c'était l'ordonnée. Donc ici, on a fait la trigonométrie pour le cosinus, on fait la trigonométrie pour le sinus, c'est le côté opposé. Le côté opposé, c'est MH. Donc je réécris pareil, sinus de HOM égale HM sur OM. Mais comme on a dit que HM c'est la même longueur que OK, on peut mettre ici que c'est OK. OK sur OM, OM ça va pas changer, allez l'OM, voilà. Et ici ça nous fait Y sur R. Donc du coup, on a la relation Y égale R sinus θ. Parce qu'on appelle ce truc-là θ comme tout à l'heure. Alors attention, ce trait, on pourrait croire que c'est un sur, c'est pas un sur, c'est, on appelle ce truc-là θ. Donc, conclusion des courses, ici, le rayon R, on n'a pas donné de taille particulière, donc notre cercle il pourrait être comme ça, donc en fait ça veut dire que n'importe où dans le plan, n'importe où on serait dans le plan, à partir du moment où on a un point qui est quelque part ici, comme ça, de coordonnées x, y, on peut tout à fait définir comme ça ces coordonnées en traçant un triangle, en prenant le rayon qui sera là, qui sera cette longueur OM. D'ailleurs, on peut retrouver que cette longueur OM, elle vérifie ça, puisque, du coup, par définition, cette longueur OM, c'est OH plus HM au carré. Donc c'est x carré plus y carré égale r carré. Et puisqu'on a dit que x était égal à r cos θ, et que y égale à r sinus θ, on retrouve la fameuse relation de Pythagore, à savoir que x carré plus y carré, c'est r carré cos carré θ plus r carré sin carré θ. Donc r carré facteur de cos carré plus sin carré. Et ça fait 1, cette relation-là. D'accord? Le fait que ça fasse 1, il suffit d'appliquer Pythagore. Ici on a un triangle rectangle, donc on sait que OH carré plus HM carré égale OM carré. Voilà. Ok. Donc pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? Parce que maintenant, ça veut dire que à chaque fois qu'on va avoir un point, on peut le repérer donc par ses coordonnées x, y, mais on peut aussi le repérer en disant il est à une distance r du point O,
donc de l'origine du repère, et il forme un angle θ par rapport à l'horizontale. Et donc, dans ce cas-là, les mathématiciens ont décidé d'utiliser la notation suivante, de dire on va représenter ces coordonnées dites polaires sous la forme d'un nombre complexe, EI θ, qui va correspondre à cos θ plus I sinus θ. Donc disons que ceci est simplement une sorte de codage compact de cette relation-là. Alors le truc c'est que, qu'est-ce que c'est que ce I? Alors ce I, en général, on l'introduit en terminale maintenant, en mathématiques expertes, et on introduit en général en disant voilà, I carré égale moins 1. Et là ça paraît totalement saugrenu. Mais on va voir que en fait il y a du sens géométrique à cela. Si on revient sur notre point A, qu'on a fait pivoter de 90 degrés, donc vous vous rappelez 90 degrés c'est pi sur 2 radians. Ensuite, donc les coordonnées de ce point A', ces coordonnées, c'est 0 sur les abscisses, puisqu'il est sur l'axe des ordonnées, donc il n'a pas de déplacement latéral, et c'est 1 sur l'axe des ordonnées. D'accord? Donc si on réécrit ici, ça correspond ici à x égale 0 et y égale 1. Ça, c'est les coordonnées du point A, donc on pourrait même mettre xa, yk pour être plus précis. Donc c'est-à-dire que si on fait ce codage-là, on se retrouve avec cos de θ égale 0, et cos de θ égale 0, ben, ça correspond à θ égale pi sur 2. Voilà. Et alors, cos de θ égale 0 tout seul, ça ne serait pas suffisant hein, pour les puristes. Il faudrait rajouter que ceci est vrai à pi près. D'accord? Donc ce serait plus qu'à pi. Mais là, pour l'instant, on va dire que c'est vrai. Et sinus de θ égale 1. Et ça conduit à pi sur 2, et pas plus qu'à pi, mais plus 2 qu'à pi. Alors ces histoires-là, je vais expliquer un petit peu plus tard pourquoi. D'accord? Mais pour l'instant, on va se baser comme ça. Donc dit autrement, de toute façon, si on reprend notre dessin, on a dit que le point A', il était, j'ai dit A, c'est A', hein. Le point A', il était là, donc ses coordonnées, on sait que c'était 1 ici et 0 là, et comme on fait abscisse d'abord et ordonnée après, 0, 1. Donc ça correspond bien à cette chose-là, et ici on a bien un angle de pi sur 2 par rapport à l'horizontale. Les exponentielles, pour ceux qui n'ont pas le niveau de la classe de première, parce que c'est en classe de première qu'on voit les exponentielles, si vous voulez, depuis la classe de quatrième, vous connaissez les puissances, qu'on appelle aussi en fait, proprement, les puissances d'exposants. Donc l'exponentiation et la mise en puissance, c'est pareil, donc concrètement c'est quoi? C'est si je fais 2 fois 2 fois 2, ça fait 2 à la puissance 3, et ça fait 8. C'est radicalement différent de 2 fois 3, qui fait 6. D'accord? Donc l'exponentiation, c'est le fait de répéter, itérer des multiplications, d'accord? Avec la règle donc de définition, c'est que a puissance n, ce sera a, où il va apparaître n facteur a. Bon, à ce moment-là, quelle est la règle qu'on peut observer? Ben, on peut observer que si on a 2 puissance 3 et qu'on fait fois 2 puissance 4 par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si on écrivait le détail, on aurait 2 fois 2 fois 2, donc 3 copies du nombre 2, et ensuite ici, donc je vais mettre une parenthèse pour montrer que ça c'est bien 2 puissance 3, et ici on aurait 4 copies du nombre 2, donc on aurait 2 fois 2 fois 2, et encore fois 2. Donc ce qui fait que si on compte le nombre de 2, ben, au final il y en a combien? Il y en a 3 plus 4. Donc on a 2 à la puissance 3 plus 4, c'est-à-dire 2 puissance 7. Donc ça veut dire qu'on a une règle fondamentale, c'est que lorsque on multiplie a à la puissance n fois a à la puissance, ou je vais mettre plutôt a à la puissance m fois a à la puissance n pour faire dans l'ordre alphabétique, ça fait a à la puissance m plus n. Donc ça c'est la propriété fondamentale de l'exponentiation. Maintenant si on revient à notre géométrie, si on fait une rotation de pi sur 2, et qu'après on fait encore une rotation de pi sur 2, au total on a fait une rotation de pi sur 2 plus pi sur 2 égale pi. Ou de façon plus générale, si on fait une rotation d'un angle θ, et qu'on va l'appeler θ1, et qu'on fait ensuite une rotation d'un angle θ2, et bien au final on a fait une rotation d'angle θ1 plus θ2. Donc, la composition de rotation et la composition de puissance, ça fait la même chose, ça fait les mêmes propriétés. Et donc c'est pour ça que on s'est dit qu'on allait noter ce truc-là de cette manière-là. Comme ça, si on fait EIθ1 fois EIθ2, et ben ça correspond au fait que ça va faire EI
θ1 plus θ2. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a écrit cos θ1 plus i sinus θ1, facteur de cos θ2 plus i sinus θ2, et bien ça fait cos θ1 plus θ2 plus i sinus θ1 plus θ2. Pour l'instant, si tout ça, ça vous paraît un petit peu obscur, c'est pas très grave, je vais réexpliquer après par la suite. Ce que je voulais insister, c'est que vous compreniez que cette notation dans exposant, c'est parce que ça fait les mêmes règles que les puissances. Donc fondamentalement, ramenez-vous ça à votre simplement 2 puissance 3 fois 2 puissance 4, ça fait 2 puissance 3 plus 4. C'est exactement ça. Si vous avez compris ça, vous avez compris comment ça marche, les exponentiations. Bon. Du coup, l'analogie avec la géométrie, c'est que quand on compose des rotations, on ajoute les angles de la rotation. Bon. Donc maintenant, il est où le rapport avec notre histoire de moins 1? Ben, on va le faire ici. C'est que si on fait, on a dit, un quart de tour, donc pi sur 2, on arrive là. Si on refait encore pi sur 2, on arrive ici. Et ici, si on prend cette fois, non pas le cercle général avec un rayon quelconque, mais avec un rayon égal à 1, ça nous donne exactement moins 1. Ici on a 1, ici on a 1, et ça c'est le 1 sur les ordonnées, ça c'est le 1 sur les abscisses, et ça c'est le moins 1. Donc en fait, on a inventé un nouveau concept de nombres, des nombres qui sont géométriques en fait. On appelle ça les nombres complexes, et ils se notent de la façon suivante. En fait, c'est au lieu d'avoir un point M de coordonnées x, y, donc c'est-à-dire un objet à 2 dimensions, on encapsule ces 2 dimensions en disant que, eh bien, multiplié par un nombre complexe, ça revient à effectuer une rotation. Alors, pour être plus précis, c'est multiplié par un nombre complexe qui se place sur le cercle de rayon 1. Mais en fait, si les autres cercles ils sont pas de rayon 1, il faut juste rajouter le rayon. Donc comme à partir de n'importe quel rayon, il suffit, par exemple, si le rayon il fait 2, si on divise par 2, on obtient un rayon 1 en fait. Donc si ça marche pour le rayon 1, ça marche pour tous les rayons. Mais je vais revenir après sur les explications des détails, etc. Là, la seule chose que vous devez comprendre, c'est si on se place sur un rayon 1, donc c'est-à-dire le cercle qu'on avait ici initialement, eh bien, le fait de faire d'abord une première rotation de pi sur 2, ça revient à multiplier par ce nombre-là. Ce nombre-là qu'on écrira donc de deux manières différentes, on écrira i ou alors ei pi sur 2. Pourquoi i? Parce que si on réécrit notre affaire, ça veut dire que c'est cosinus de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2. Mais cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Et sinus de pi sur 2, ça fait 1. Donc ça revient à dire que ei pi sur 2, c'est 0 plus i fois 1. Donc du coup, ei pi sur 2, c'est exactement i. Du coup, si on fait ei pi sur 2 fois ei pi sur 2, ça nous fait i fois i. Et donc du coup, ça nous fait ici ei pi, et i fois i, ça nous fait du coup i carré. Et ei pi, ça nous amène ici, au point de coordonnées moins 1, 0, donc ça nous fait cos pi plus i sinus pi. Cos pi, ça fait moins 1, sinus pi, ça fait 0, donc ça nous fait bien i carré, qui est égal à ei pi, est égal à moins 1. Donc maintenant on revient à l'animation. Je reviendrai sur toutes les choses que j'ai abordées ici pour détailler, mais comme ça vous permet de comprendre que, en fait, voilà pourquoi le moins 1 s'est transformé en ei pi. Allez, poursuivons. Alors oui, juste petite remarque, pourquoi est-ce que ça intervient? Alors je trouve qu'ils l'ont fait intervenir beaucoup trop tôt, hein. Je pense que l'animation, la vidéo animation versus maths, je trouve ça génial, c'est très rigolo, c'est très, c'est très motivant, c'est très captivant, mais là je trouve qu'il y a eu un saut conceptuel beaucoup trop important. D'ailleurs l'auteur lui-même, Alan Baker, je crois qu'il ne maîtrise pas la trigonométrie complexe, hein, parce qu'il faut savoir que derrière Alan Baker, le nom, il y a toute une équipe en fait, hein, et c'est pas lui qui a traité la partie mathématique. Voilà. Donc je pense que d'un point de vue pédagogique, ils ont un peu déconné là-dessus. Personne ne l'a mentionné ça, parce que tout le monde est fasciné, et à juste titre, par la qualité du travail, d'animation, etc. Mais moi je suis là pour vous expliquer un petit peu la partie mathématique, et là je trouve qu'il y a eu un bon conceptuel, hein, parce que je rappelle qu'on est passé à des simples additions, soustractions, donc niveau primaire, à niveau maths expert. C'est un petit peu violent quand même. Même maths expert, je rappelle, c'est en terminale, et en plus c'est en terminale pour les gens qui ont choisi une certaine spécialité. Voilà. Et dans les autres pays, par exemple dans les pays anglo-saxons, ils ne voient même pas ça au lycée, hein, donc voilà. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire?
Oui, j'ai dit qu'il y a une équation qui est considérée par beaucoup comme la plus belle équation du monde ou je sais pas quoi, c'est cette équation-là. Parce que, puisqu'on a dit que EIP ça fait moins 1, c'est encore écrit ici, ben, moins 1 plus 1 ça fait bien 0. Pourquoi est-ce qu'on aime bien ça? Je vais mettre de la couleur pour que ça soit plus clair. On aime bien ça parce qu'on voit 0, parce qu'on voit 1, parce qu'on voit le nombre pi, parce qu'on voit le nombre i, et parce qu'on voit le nombre e, qui sont donc les constantes mathématiques les plus connues, et qui interviennent dans de nombreux domaines, et elles sont toutes réunies dans cette équation. Voilà. Donc c'est pour ça que ça le démangeait peut-être un petit peu de faire intervenir ce terme-là. Voilà, revenons à la vidéo. Voilà, donc là, du coup, on a i fois EIP. Donc i fois EIP, si vous vous rappelez, ça veut dire encore EIP sur 2 fois EIP. Donc géométriquement, EIP sur 2, ça veut dire une rotation d'angle 90 degrés, d'où l'angle droit qui est là, comme ça. Ok? Donc voilà pourquoi il y avait ce petit... je vais revenir légèrement en arrière ici. Voilà, parce que EIP, contrairement à sa notation complexe, c'est un nombre réel, parce que EIP vaut moins 1. Moins 1, c'est juste un nombre réel, c'est même un nombre entier relatif. Mais le multiplier par i, ça fait intervenir l'angle droit, et donc 2 dimensions. Voilà, donc c'est ça le message caché qu'il y a derrière ça. Et là, pourquoi est-ce qu'il ne le voit plus? Parce que du coup, EIP, lui, c'était un nombre réel, je lui dis même un nombre antirelatif, alors que I fois EIP, concrètement, hein, si on revient sur le petit tableau ici, puisqu'on a dit que EIP ça fait moins 1, et que bah, I c'est ça nous fait moins I. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans l'ensemble des nombres réels. Donc encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on dit l'ensemble des nombres réels, bon, même si je trace pas très droit, ça veut dire que ici on est sur une droite à une dimension. D'accord? Avec des plus si on va vers la droite et avec des moins si on va vers la gauche. Et après, éventuellement, vous pouvez regarder entre les nombres, mettre les fractions, puis après mettre les racines, tout ce que vous voulez, mais vous restez sur une seule dimension. Alors que l'introduction des nombres complexes, c'est de rajouter une deuxième dimension, avec i qui sera ici, et moins i qui sera là. Donc qui correspondent respectivement aux points de coordonnées 0, 1 et 0, moins 1. Donc du coup, si lui, il est juste sur une droite à une dimension, bah, il ne peut pas avoir la deuxième dimension. C'est pour ça que ça a disparu. Voilà, donc là il est revenu à son truc équation moins 1 et il essaye de voir est-ce qu'il peut bricoler pour refaire apparaître ce EIP qui est venu et qui a disparu. Donc là il a refait des soustractions successives. Et là, alors voilà, là il y a eu un petit truc qui s'est passé, c'est qu'il a rappelé le fait que multiplier par un nombre négatif, c'est changer le signe. Et donc un nombre négatif multiplié par moins 1, ça revient à ça revient à, ça revient à un nombre positif. Et donc cette fameuse règle du moins par moins qui fait plus, qui est très souvent mal comprise par les gens, parce que c'est annoncé comme ça, moins par moins ça fait plus, avec le faux exemple de dire oui mais si on a une dette, quand vous enlève la dette, etc., ben non, vous gagnez pas de l'argent. Si vous évitez de perdre de l'argent, mais vous ne gagnez pas concrètement de l'argent. Donc c'est cet argument que j'ai moi-même utilisé parfois avec des élèves, et en fait un mauvais argument. L'argument géométrique est beaucoup plus puissant, parce que si on se rappelle que finalement multiplier par moins 1, ça veut dire faire une rotation d'un angle pi, c'est-à-dire concrètement faire un demi-tour, bah oui, si on était à moins 3 et qu'on fait un demi-tour, eh ben on arrive à plus 3. C'est ça qu'il faut comprendre. La notion, c'est comme si vous avez une girouette en fait, et que chaque fois que vous allez multiplier par moins 1, vous faites une pichenette sur votre girouette qui fait que ça va faire un demi-tour. Ce qui fait qu'au bout de 2 demi-tours, ben, vous êtes revenu à votre point initial, donc à le même sens. Donc c'est-à-dire que si vous multipliez 2 fois par un nombre négatif, si le nombre de départ il était positif, ben, vous revenez sur un nombre positif, si le nombre de départ était négatif, vous revenez sur un nombre négatif. Donc la multiplication par moins 1, c'est une rotation. Donc c'est un sens géométrique. D'accord? Voilà, alors là, du coup, maintenant ce qu'il fait, c'est que il a incliné le symbole de l'addition pour faire celui de la
multiplication. Et donc il rappelle, qu'est-ce que ça veut dire 3 fois 3? Ça veut dire le fait de répéter le nombre 3 ajouté 3 fois. Alors c'est intéressant d'ailleurs la représentation qu'il fait, elle est très intéressante, hein, c'est vraiment pas du détail, c'est très 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 intéressant. Parce que 3 fois 3, la première façon d'écrire ça, c'est de dire qu'on fait 3 plus 3 plus 3. Dit autrement, si on le réécrit de façon verticale, ça revient à faire 3 plus 3 plus 3. Mais comme on est parti sur cette animation en définissant par rapport à l'incrémentation, bah à nouveau, ça revient à dire que ça, c'est 1 plus 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 1. Ce qui permet encore une fois de jouer sur ce côté deux dimensions. 3 par 3, c'est l'aire d'un carré. Un carré de côté 3. Et donc du coup après il refait même justement ce truc-là. Après il en rajoute un, ce qui fait qu'on est passé du carré au rectangle, cette fois 3 fois 4. Et après il montre justement que c'est comme les dimensions d'un rectangle. Le rectangle qui aurait d'abord 3 pour longueur, 4 pour largeur, et puis ensuite si on inverse, 4 pour longueur et 3 pour largeur. Bon après il en fait d'autres qui sont équivalentes, qui ont toutes la même R, d'accord, la même R qui est de 12. Donc là, il passe de la multiplication à la division. Et donc là, très intéressant, il rappelle quelque chose qui n'est pas souvent évoqué, c'est qu'une division, souvent on vous dit par exemple, bon pour 6 divisé par 3, on va vous dire, ou par 2, je crois que c'était par 2, non par 3 parce qu'il y a des successions de 2, il va dire, non non c'était bien par 2, autant pour moi. C'était bien par 2, donc là dans l'école primaire on vous dit, voilà, en 6 combien il va de fois 2, et on dit 3 fois parce qu'on connaît bien les tables, etc. Sauf que c'est une façon de faire tout à fait respectable et ainsi de suite, mais c'est aussi intéressant de le voir par incrémentation, ou en l'occurrence décrémentation, dire que 6 divisé par 2, c'est combien de fois on peut décrémenter par 2. Donc ça veut dire qu'on a 6, et on va lui faire moins 2, ça va nous donner 4, et on va lui faire moins 2, ça va nous donner 2, et on va lui faire moins 2, et ça va nous donner 0. Et donc là, comme on n'a plus rien qui reste, on peut dire qu'on a fait une fois, deux fois, trois fois, et donc 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc c'est ça qui est symbolisé ici. Et là, voilà, là c'est très intéressant, parce que là, du coup, ben, si on fait 6 moins 0, c'est une façon de montrer que la division par 0 n'est pas possible, parce que si on fait 6 moins 0, ben, on a encore 6, moins 0, et donc ça ne s'arrête jamais, c'est infini. C'est-à-dire que la question, c'est dans l'algorithme des différences, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, le fait de faire des divisions en faisant des soustractions successives, c'est on compte combien de fois on a dû faire la soustraction pour arriver à un reste qui est strictement inférieur à ceux qu'on retranche. C'est-à-dire si le reste vaut 0, ça veut dire que c'est divisible. Si le reste, par exemple si j'avais obtenu 1, par exemple si j'avais fait 7 divisé par 2, par cette méthode-là, je fais 7 moins 2, ça fait 5, 5 moins 2, ça fait 3, 3 moins 2, ça fait 1. Et donc là, l'algorithme il s'arrête et on dira que 7 est égal à, et on compte 1, 2, 3 fois 2, et il reste 1, plus 1. Donc c'est pas que pour les divisions entières. Mais sauf que là, si on fait des divisions par 0, ben, on voit qu'on soustrait 0, ça change rien. Donc on peut soustraire indéfiniment par 0, ça ne va jamais s'arrêter. Donc le nombre de fois où il faut enlever 0 pour que ça s'arrête, ben, il est infini puisque ça ne s'arrête jamais. Donc c'est une façon très visuelle et très rapide de comprendre que en fait, c'est pas une interdiction, parce que souvent on entend dire oui c'est interdit de diviser par 0, c'est pas interdit, ce n'est pas possible en fait. Si on essayait de le faire, on ne peut pas terminer cette opération en fait. Donc cette opération est infaisable. Par contre, si on fait 6 moins 0, évidemment, ça change rien. Alors là, il nous fait le lien entre le fait de dire qu'on a fait 6 plus 6 et le fait de dire qu'on a fait en fait 2 fois 6. Donc il fait la liaison entre l'addition et la multiplication. Maintenant il passe au carré, donc les puissances. Voilà. Là, alors il ne fait pas intervenir les identités remarquables, hein, parce que les gens qui connaissent les identités remarquables, ils seraient tentés de faire l'identité remarquable. Non, là pas du tout, c'est simplement dit que c'est les priorités des opérations en fait. Hein. On fait 6 plus 2, ça fait 8, et 8 au carré, c'est 64.
Après, là, on rappelle que, bah oui, si c'est un carré, ça veut dire qu'au final, c'est bien un carré. Donc il est revenu sur la version qu'il avait fait quand il avait introduit la multiplication. Voilà, donc là c'est intéressant parce que, enfin c'est intéressant. Très honnêtement, c'est joli, mais je suis pas sûr que ça clarifie. Je pense que son animation est un peu plus, embrouille un peu plus qu'autre chose. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Parce que là, c'est ce qui met en lumière, c'est la règle de 4 puissance 2 fois 4 puissance 1, ça fait 4 puissance 2 plus 1, mais sauf que là, il est parti directement sur le 2 plus 1. Et ça, je trouve que, enfin moi je trouve que c'est pas super, c'est pas si clair que ça, en fait. Donc vous voyez qu'il y a le 4 plus 4 plus 4 plus 4, ok? Donc ça y est, 4 fois. Donc ça fait 4 plus 4 plus 4 plus 4, donc ça fait 4 fois 4, ok? Et ensuite, il le fait une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, donc c'est pas super clair en fait. Et là, c'est encore pire. Donc c'est joli visuellement, mais je trouve pas du tout que ça aide à améliorer la compréhension, hein. Là non plus, il donne pas d'explication de pourquoi ça. Alors oui, je vais peut-être vous l'expliquer quand même, parce que si ça donne pas d'explication, mais moi je vais vous donner une explication. Euh, donc on a vu tout à l'heure que, je rappelle le fameux exemple 2 puissance 3 fois 2 puissance 4, ça nous fait 2 puissance 3 plus 4, donc 2 puissance 7. Ok, très bien. Et donc du coup, la question qu'on peut se poser, c'est que se passe-t-il par exemple si on fait 2 puissance 3 divisé par 2 puissance 4? Ici on va avoir 2 fois 2 fois 2, et en bas on va avoir 2 fois 2 fois 2, et encore fois 2. Donc on voit qu'on va pouvoir barrer, c'est-à-dire faire les simplifications. Donc ici, il va rester plus que 1, et en bas, il restera 2. Et donc ça, c'est quoi? Ça, c'est l'inverse de 2. C'est l'inverse de 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 fois 1 sur 2, bah, ça fait 1. Très bien, ça fait 1. Mais du coup, la question, c'est que, faisons-le de cette manière-là, si j'avais 4, donc qui est 2 à la puissance 2, ou même je reprends 2 à la puissance 3, si je fais fois 1 sur 2, bah, ça va faire 2 fois 2 fois 2 divisé par 2, et donc du coup je peux simplifier, et il va en rester plus que 2, donc ça me fera 2 à la puissance 2. Donc on est passé de 2 à la puissance 3 à 2 à la puissance 2. Et en multipliant par ça, qui est un inverse de 2. Donc on a envie de se dire, quelle est la puissance qu'il faudrait mettre ici pour que le résultat ce soit ça? Bah, l'équation en fait ça devient simplement 3 plus m égale 2, et donc on en déduit que m est égal à 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Et donc on a comme ça que a puissance moins 1, bah, c'est 1 sur a. Et donc, la conclusion logique de cette histoire, c'est que a fois a moins 1, quand on n'écrit rien, ça veut dire que c'est puissance 1, ça fait a puissance 1 moins 1, donc c'est-à-dire a puissance 0. Et a puissance 0 égale 1. Voilà. Alors là, ouais, là, il a fait aussi un saut conceptuel, c'est les puissances fractionnaires. Donc là, on va appliquer la règle suivante, que j'ai utilisée sans vraiment la définir. Donc je vous ai rappelé que a puissance m fois a puissance n, ça fait a puissance m plus n. Donc c'est le fameux 2 puissance 3 plus fois, pardon, 2 puissance 4 qui fait 2 puissance 3 plus 4. Voilà, comme ceci. Ok. Mais le truc, c'est que si on répète cette procédure, par exemple, si je fais a puissance, alors on va le faire d'abord sur un exemple, si on fait 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3, ben, on se retrouve avec 2 puissance 3 plus 3 plus 3 plus 3. Donc on voit qu'on répète des additions, donc ça revient à faire une multiplication. Donc en fait, on retrouve à faire 3 fois 4. Et donc en fait, la règle, c'est la suivante, c'est de dire que 2 à la puissance 3 à la puissance 4, ça revient à faire 2 à la puissance 3 fois 4. Puisque 3 fois 4 est égal à 4 fois 3, on peut réécrire ça comme ça, et on peut s'apercevoir que du coup, ça reviendrait à faire 2 puissance 4 à la puissance 3. D'où la règle a à la puissance m à la puissance n,
c'est égal à la puissance m fois n, donc c'est égal à la puissance n fois m, puisque m fois m fois n et n fois m, c'est chiant à dire, mais ça marche, c'est bien la même chose. Du coup, maintenant, si on a que on a un certain nombre, ici, et on sait que 2 à la puissance 2, par exemple, ça fait 4. Ok? 2 à la puissance 2, ça fait 4, et c'est-à-dire 4 à la puissance 1, ok? Et du coup, on voudrait savoir 2, qu'est-ce que c'est par rapport à ça, en fait? Quelle est la puissance qu'on a mis ici, on va l'appeler m, pour que le résultat, ça soit 2. Donc autrement dit, l'équation à résoudre, c'est 2 puissance 2m égale 2 puissance 1. Donc autrement dit, 2m égale 1. Donc autrement dit, m est nécessairement égal à 1 demi. Donc on vient de voir quoi? On vient de voir que 4 puissance 1 demi, c'est la même chose que racine carrée de 4. Donc la racine carrée, c'est la puissance 1 demi. Et enfin, de façon plus générale, si on a a à la puissance m et qu'on veut obtenir a à la puissance 1, alors c'est pas ça qu'il faut voir, hein, c'est a à la puissance n comme ça, voilà. Donc il faut savoir quel est ce n là, d'où est-ce qu'on va le tirer. Ben, on va faire le même raisonnement, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est a à la puissance m fois n égale a à la puissance 1. Donc ça nous donne l'équation mn égale 1, et ce qu'on cherche c'est le n, donc n égale 1 sur m. Donc la racine mième d'un nombre qu'on va appeler x par exemple, c'est la même chose que la puissance fractionnaire. Et pour la racine carrée, c'est le cas particulier où m égale 2. Alors là, après, ça, il donne une approximation du nombre racine carrée de 2. Donc, bon, en général, on connaît les trois premières, 1,414, et après, bon, bah, le reste, on peut faire des exercices, calculer des suites pour déterminer. C'est un nombre infini, donc c'est-à-dire que le nombre de décimales ne va jamais s'arrêter. Et voilà, et donc là, il est revenu sur les nombres complexes. On avait dit tout à l'heure que, je rappelle, donc pour faire les nombres complexes, je vous recommande toujours de faire un petit dessin parce que ça permet d'avoir un sens concret. Donc on a un point A de coordonnées 1, 0, on a l'origine du repère, on a un point A prime, je vais remettre les mêmes noms, A prime, de coordonnées 0, 1, et on a un point que j'avais appelé A seconde, de coordonnées moins 1, 0. D'accord? Donc on avait dit que faire cette rotation d'angle pi sur 2, dans le cas des complexes, on appelait ça le nombre i. D'accord? Et du coup, que ici, ben, ça correspondait donc à i carré. Et donc si i carré égale à moins 1, alors on a envie de dire que i égale racine de moins 1. Bon, il faut savoir que historiquement, c'est comme ça que les gens ont fait, au Quattrocento, en Italie. Mais qu'ils n'avaient aucune vision géométrique de ces choses-là. Moi, je vous ai expliqué à partir de la géométrie, c'est une construction beaucoup plus moderne, c'est pas du tout de la même manière que c'est apparu. C'est apparu, en fait, si vous voulez, les mathématiciens italiens, les algébristes italiens du Quattrocento, et ben, ils ont fait un peu de la magie noire, c'est-à-dire que ils étaient en train de faire des calculs algébriques totalement en aveugle, avec aucune représentation géométrique de la chose, et ils se sont dit, ils ont bricolé à un moment donné, ils se sont dit, et si on prenait la racine carrée de moins 1, et ça, il se trouve que ça a marché. Voilà. Donc c'est un peu un coup de bol d'une certaine manière, et c'était pas très propre. C'est aussi pour ça que pendant beaucoup d'années, même de siècles, beaucoup de mathématiciens étaient frileux à considérer ces nombres-là qu'on appelait les imaginaires, savoir s'ils marchaient ou pas. Et donc il y a eu effectivement des trimballements de racine carrée de moins 1, mais je crois que c'est au XVIIIe siècle Euler, ou Euler si je prononçais correctement, qui a dit bon ça suffit les gars, on va mettre des notations propres, et qui a introduit la notation i. Voilà. Donc techniquement, racine carrée de moins 1, ce n'est pas autorisé parce que on a défini la racine carrée comme étant à partir d'un nombre positif. Voilà. Mais voilà pourquoi est-ce qu'on peut entendre et voir parfois ça. Voilà.
Voilà. Après, le nombre i, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on peut l'ajouter, donc ça marche comme les nombres classiques. La seule chose qui change, c'est lorsqu'on fait des multiplications, il faut faire attention que i carré, ça fait moins 1. Et donc, encore une fois, pour démystifier un petit peu cette affaire-là, on va revenir sur GeoGebra. On va nettoyer un petit peu mon GeoGebra, donc je vais recharger la page. Voilà, reload. Et vous allez voir qu'on peut écrire directement en nombre complexe. Alors souvent, l'usage pour les nombres complexes, c'est de mettre, de les appeler z. Et donc là, je vais faire 1 plus 0i. Voilà. Je rajoute le 0i volontairement pour que GeoGebra comprenne que je suis en train de traiter d'un nombre complexe. Donc comme ça, je veux qu'il l'affiche ici, géométriquement. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire z1 égale z0 multiplié par i. Et là, vous voyez que naturellement, il arrive et ça me fait i du coup. Parce que celui-là, en fait, c'était 1 simplement. 1 fois i, ça fait i. Et maintenant, je vais faire z2 égale z1 multiplié, z2, pardon. Oui, c'est z1, ça. z1 multiplié par i encore une fois. Donc ça va me donner i carré. Donc il nous affiche moins 1 ici dans le calcul, mais vous voyez bien qu'il l'affiche exactement là où on s'y attendait, c'est-à-dire qu'on a fait la rotation de de pi radian. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à nouveau z2 multiplié par i. Donc ce qui fait que qu'est-ce qu'on a fait là? On avait le premier, c'est i à la puissance 0, ça vaut 1. Le deuxième, c'est i à la puissance 1, donc ça vaut i. Le troisième, c'est i à la puissance 2, ça vaut moins 1. Et le quatrième, c'est i à la puissance 3, et ça vaut moins i. Ce qui fait que si je prends z4 et que je multiplie encore par i, donc ce qui me donnera pardon, c'est z4 égale z3 multiplié par i, donc qui me donnera i à la puissance 4, et i à la puissance 4, c'est tout simplement 1. Donc on est revenu au point de départ. Donc en fait, les puissances de i, il n'y a que 4 cas de figure, soit c'est divisible par 4 et ça fait 1, soit le reste de la division par 4 c'est 1 et donc ça fait i, soit le reste de la division par 4 c'est 2 et dans ce cas-là ça fait moins 1, soit le reste de la division par 4 ça fait 3 et dans ce cas-là ça fait moins i. Donc ça fait qu'un coup sur 2 c'est un nombre réel et un coup sur 2 c'est un nombre imaginaire pur. Voilà, donc là on retrouve l'introduction avec EIP, hein, donc EIP c'est moins 1, c'est-à-dire aussi i carré, et donc c'est pour ça que i fois EIP, ça fait bien i fois i, donc c'est-à-dire i au cube. Voilà, donc EIP c'est lui qui, entre guillemets, je sais pas, qui est un peu un traître, puisque c'est pas un nombre complexe. Enfin, je sais pas trop pourquoi il part dans ce délire de partir à l'assaut de EIP, mais voilà, c'est comme ça que ça part. Voilà, et là, du coup, ça, quand on a EIP c'est un nombre réel, mais EIP fois i c'est un nombre imaginaire pur, mais EIP fois i, ça redevient un nombre réel. Et moins EIP, c'est tout simplement plus 1, hein, parce que ça fait moins moins 1. Là, donc vous avez vu rapidement, on a revu la notation que je vais vous rappeler ici, à savoir que lorsque vous avez donc le cercle trigonométrique de rayon 1, on a ce qu'on appelle aussi le cercle unité, le cercle trigonométrique, voilà, le rayon c'est 1, que vous avez votre point ici comme ça, vous avez votre angle θ, et vous avez ici l'abscisse de m, et vous avez ici l'ordonnée de m. Dans ce cas-là, on va noter que EIθ c'est cos θ plus I sinus θ. Et je réexplique pourquoi. Donc si là, je l'appelle H ce point-là, je l'appelle K, d'accord, et je refais ma trigonométrie, OH, ça correspond précisément à cosinus. Pourquoi? Parce que cosinus de θ, ça fait OH divisé par OM, mais cette fois on est sur le cas où le rayon ça vaut 1, donc du coup, divisé par 1 ça change rien, donc ça nous fait exactement X. Pour le sinus, ça va être pareil, parce que sinus ça va faire HM sur OM, et ici HM on avait dit que c'était OK, et ici on a OM qui vaut 1, donc ça nous fait bien Y. Donc on a bien ce truc là, ça correspond bien à X plus IY. Voli volo.
Alors donc là, vous voyez qu'il a fait entre guillemets son pouvoir magique, puisque EIP, ça consiste à faire une rotation d'angle pi, c'est-à-dire un demi-tour. Donc là, quand il lui envoie ce truc-là qui lui fait moins pi, c'est un peu nul, parce que ça veut juste dire que c'est 1. Hein. Alors là, il y a quand même un petit truc, c'est comme l'autre, il a plus, c'est en fait le pouvoir de faire une incrémentation, donc il a fait un plus 1. Bon, après là, c'est purement du délire. Bon, c'est assez rigolo quand même au niveau du design, la façon dont ça a été dessiné, pour qu'ils puissent utiliser des vrais objets mathématiques pour que ça ait l'air de forme. Par exemple, ça ressemble bien à un arc et ainsi de suite. C'est remarquable, hein. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de critiques, mais c'est parce que tous les rédacts que j'ai lus en anglais, c'est que du positif et il y a très peu finalement d'explications mathématiques concrètes. Moi, ce que je trouve de merveilleux dans cette animation, et je la recommande très fortement à 2000%, je trouve que c'est génial. Je trouve que les gens devraient s'intéresser, mais ce qui me trouble fondamentalement, c'est que il y a énormément de potentiel pédagogique et ça gagnerait à ce que ça soit fait en collaboration avec des enseignants pour justement maximiser le plus possible, tirer le plus profit de la cohérence des, euh, des enseignements mathématiques qui sont véhiculés. Et ça ne changerait rien au scénario. Hein. On peut faire quelque chose de tout aussi euh, captivant, intéressant, motivant, simplement en mettant un peu plus de cohérence mathématique. Voilà. Alors EIP sur 4, hein, on va en profiter pour faire quelques petits rappels trigonométriques. Alors commençons par le carré. Commençons par le carré, donc on prend un carré. Peu importe la longueur de votre carré, hein, vous pouvez prendre la longueur que vous voulez. Là, j'ai pris 3 carreaux, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, à partir du moment où on a un carré, par définition, on a les 4 côtés qui sont égaux, et en particulier, si je trace cette diagonale, d'accord, et que je décide d'appeler ces côtés ABC, et bien je vais me retrouver ici avec un triangle isocèle et rectangle, et donc du coup, ici avec des angles à la base qui sont égaux, donc mettons qu'on les appelle θ, donc là c'est aussi θ, parce que le triangle est isocèle, hein, donc les angles à la base sont égaux, et on a que 2θ, forcément, ça fait le complément avec celui-là, donc 2θ égale pi sur 2, donc θ égale pi sur 4. Donc voilà comment géométriquement on obtient pi sur 4, simplement en faisant un demi-carré. Et je rappelle, pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec les radians, que c'est simplement 45 degrés. À partir de là, on peut faire la trigonométrie, et donc on peut calculer le cosinus de θ, et avant même de calculer sa valeur, cosinus c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, d'accord? Mais le côté adjacent et le côté opposé ici, ils ont la même longueur, parce qu'on a un carré, donc les quatre côtés ont la même longueur. Donc il se trouve que le cosinus, donc je ne vais pas l'appeler θ, mais je vais l'appeler pi sur 4, parce que c'est bien de celui-là qu'il s'agit, cosinus pi sur 4 est donc égal à sinus pi sur 4. Avant même de l'avoir calculé, par définition, ils sont nécessairement égaux puisqu'on a ces longueurs-là qui sont les mêmes. Très bien. Maintenant, ce qu'on va avoir besoin, c'est qu'on va avoir besoin de savoir quelle est la longueur qui est là. Donc je vous ai dit que le carré pouvait avoir la longueur qu'on voulait, ça n'a pas d'importance, donc pour ça je vais l'appeler x, et je ne vais pas tenir compte du fait que ici ça fait 3, mais si vous voulez, vous faites avec les chiffres, ça revient au même. Donc dans ce cas-là, on a Pythagore qui nous dit que AC au carré va être égal à x carré plus x carré, donc c'est-à-dire à 2x carré. Autrement dit, AC va être nécessairement égal à x racine de 2. Donc autrement dit, lorsque vous avez un carré, quelle que soit sa dimension, la longueur de la diagonale est toujours racine carrée de 2 fois la longueur du côté. Et donc pour donner une approximation, ça veut dire que ça fait environ 1,414x. Dit autrement, la diagonale d'un carré est plus 414% plus 41, pardon, plus 41,4%. Ok. Bon, si on arrondit à la grosse louche, ça fait 40% de plus de longueur que le côté. Bon, ça c'était juste une information comme ça au passage, mais on s'en fiche un peu. Donc ici, ce qui nous intéresse, nous, mathématiquement, c'est ça. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire le sinus et le cosinus, on doit faire côté adjacent divisé par
l'hypoténuse, le côté adjacent ou le côté opposé dans les deux cas, c'est le même, hein, c'est x, puisque les quatre côtés ont la même longueur, divisé par x racine de 2, on simplifie les x et ça nous fait 1 sur racine de 2. En général, on n'aime pas garder les racines carrées au dénominateur, donc on va multiplier en haut et en bas par racine carrée de 2, et ça nous donne racine de 2 sur 2. Donc les deux valeurs, là, ça c'est la valeur qu'on obtient entre guillemets naturellement, et ça c'est la valeur en général que les gens apprennent dans le tableau. Mais il n'y a pas besoin de l'apprendre, puisque vous venez de voir qu'on peut le retrouver très facilement, il suffit de dessiner un carré, de tracer la diagonale, d'utiliser Pythagore, et d'utiliser la définition de la trigonométrie. Donc voilà pour le pi sur 4. Et donc, on a notre ami EI pi sur 4, qui vaut précisément cos pi sur 4, plus I sinus pi sur 4. Donc c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2, plus I racine carrée de 2 sur 2. Dit autrement, géométriquement, si on trace dans un repère comme ceci, on peut tracer, hop, ceci, et si on fait un cercle de rayon 1, comme ceci, à la louche, ben ici, ce point-là, on sait que c'est coordonné, donc ça c'est racine de 2 sur 2, et ça aussi. Et racine de 2, on a dit que c'était environ 1,414, donc ça veut dire que racine de 2 sur 2, c'est environ 0,708. Donc ça, on peut tracer 0,708 de façon géométrique. Voilà, voilà. C'est marrant parce qu'avec 2 et 3, il lui balance... Ah non, c'est 2, 2, pardon. Donc c'est un peu plus cohérent. Avec des 2, il lui balance des 4. Tout à fait, il a 2, 2, donc il peut fabriquer un 4. Là, il récupère des i, ok. Et il prend la boule du i. Le point du i qui lui permet de tracer comme ça un axe vertical. Donc vous voyez i, 2i, 3i, 4i, moins i. Et là, ça c'est l'axe des réels. Et là, il fait un cercle trigonométrique. Donc vous voyez 1, i. Voilà, et vous voyez le découpage en radians. Donc ça, c'est un arc de cercle. De longueur 1. Donc là, il a agrandi le rayon. Donc on est plus sur le cercle géométrique. Là, il prend un rayon de longueur 5, ensuite il rajoute 2, donc de rayon 7. Il diminue 2, donc de rayon 3. Et là, regarde ce qui se passe si... Voilà, donc là, alors attention, parce que là, il est passé en équation polaire. En équation polaire du cercle. Et donc, du coup, s'il change s'il change l'angle, il tourne l'angle, ok, donc il tourne autour du cercle. Bon, là, il diminue le rayon, ok. Donc là, il est repassé à l'écriture trigonométrique, ok. Voilà, donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il trace. Donc il a tapé, j'ai plus fait. Attendez, je vais revenir parce que j'ai pas fait gaffe s'il avait tapé avec sinus ou avec. Ouais, il a tapé avec sinus en premier. Ouais, c'est ça, il a tapé avec sinus en premier. Donc là, il trace la sinusoïde. Alors, pour ça, on va continuer un tout petit peu les valeurs particulières, parce que lui, il balance tout de suite ça comme ça. Cette fois, on va avoir besoin d'un triangle équilatéral. Donc on va prendre un triangle équilatéral. Alors mon dessin n'est pas parfait, loin de là, mais on va imaginer que c'est un vrai triangle équilatéral. Donc lorsqu'on a un triangle équilatéral, hein, donc c'est-à-dire que tous les côtés ont la même longueur, mais on a aussi quelques propriétés géométriques, c'est-à-dire que les droites remarquables, à savoir les hauteurs, médianes, médiatrices, bissectrices, sont confondues. Donc ça veut dire que l'axe de symétrie que je vais tracer ici, ça va être aussi ici la médiane, donc ça veut dire qu'en particulier le point qui sera là, ce sera bien le milieu que je vais appeler I, le milieu du segment BC. Ce qui me permet, et ce sera également la bisectrice de l'angle A. Donc puisque c'est la bisectrice de l'angle A que j'avais un triangle équilatéral, donc c'est-à-dire que chaque angle faisait 60 degrés en radian ça fait pi sur 3,
D'accord? Donc ici j'ai pi sur 3, et là du coup, puisque j'ai la bisectrice, donc j'ai la moitié de pi sur 3, et la moitié de pi sur 3 c'est pi sur 6. Donc je vais pouvoir calculer la trigonométrie de pi sur 6 et pi sur 3. Donc si je regarde par exemple, cosinus de pi sur 6, ça va être AI sur l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté de mon triangle équilatéral. Mais ça correspond exactement au sinus de pi sur 3. Donc sans calculer pour l'instant les valeurs, je sais que, en fait c'est valable pour n'importe quel triangle rectangle. Si j'ai un angle ici que je vais appeler alpha, ici l'angle qui est là, c'est forcément le complémentaire de alpha, puisque la somme des angles doit faire 180 degrés, c'est-à-dire pi radian. Ça c'est pi sur 2, hein, je rappelle, 90. Donc ici, ça nous fait quoi? Ça nous fait pi sur 2 moins le complément. Et donc si celui-là, je l'appelle à nouveau ABC, hein, pour regarder l'homogénéité du truc, ici, je sais que le cosinus de cet angle alpha, il est égal à quoi? Il est égal au côté adjacent, donc AB, sur l'hypoténuse, donc AC, mais si maintenant je me place du point de vue de cet angle-là, ça correspond à son sinus. Donc j'ai une relation trigonométrique suivante. Le cosinus de alpha, c'est sinus de pi sur 2 moins alpha. Et réciproquement, si je fais le sinus de alpha, cette fois le côté opposé ce sera BC, l'hypoténuse c'est toujours la même, et cette fois ça correspond au cosinus de pi sur 2 moins alpha. Voilà. Et donc c'est pour ça que ici j'ai cette relation entre les pi sur 6 et pi sur 3, donc là ça va être cette fois IC sur AC. Et donc du coup on va commencer par le sinus de pi sur 6, c'est-à-dire le cosinus de pi sur 3, parce que IC c'est la moitié de BC, tout simplement. Donc c'est la moitié du côté divisé par le côté. Si ça on appelle x, ça fait 1 demi de x divisé par x, ça fait 1 demi. Donc en fait, on peut simplifier, et on a que le cosinus de pi sur 3, ça fait exactement 1 demi, et c'est logique que ça ne dépende pas de la longueur du triangle, parce que l'angle, il sera le même, quelle que soit la taille du triangle. Un angle, c'est l'intersection entre deux droites, donc on peut rallonger tant qu'on veut, l'écartement n'a pas changé. Donc on a déterminé que le cosinus de pi sur 3, et donc le sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Ok. Alors il y a plusieurs façons de faire, mais là une façon rapide, c'est d'utiliser la relation qu'on avait déjà vue. Cosinus plus sinus, cosinus carré plus sinus carré égale à 1. Donc si je connais déjà par exemple le cosinus de pi sur 3, je peux en déduire son sinus en disant que sinus de pi sur 3, c'est égal nécessairement à 1 moins le carré de cosinus, et tout ça en racine carrée. D'accord? C'est la relation qui est là, que j'aurais écrit ici, ça fait sinus carré égale 1 moins cos carré, donc sinus est égal à racine de 1 moins cos carré. Alors les puristes diront, ouais non mais c'est pas vrai, parce que en fait le sinus pourrait être négatif, oui, sauf que là on est en train de traiter que de la partie entre 0 et pi sur 2, donc forcément ils sont positifs. Et on va le voir dans quelques instants. Voilà. Donc du coup ici ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve avec 1 moins 1 demi au carré, et ça nous fait 1 moins 1 quart, et 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts, et la racine d'une fraction, c'est la fraction des racines, donc du coup ça nous fait racine de 3 sur racine de 4, racine de 4 ça fait 2, donc ça nous fait racine de 3 sur 2. Donc, ici, je vais récapituler dans un tableau les choses qu'on a vues. Donc ici, on va appeler ça θ, hop. Ici, on va appeler ça sinus de θ. Ici, on va appeler ça cosinus de θ, et en bonus, je vais vous introduire la tangente. Je ne sais plus s'il est introduit dans la vidéo, mais bon, voilà, c'est cadeau, c'est offert par la maison. Alors ici, on a 0. Ici, on va avoir pi sur 6. Ici, on va avoir, donc pi sur 6, je rappelle, c'est 30 degrés. Ici, on va avoir pi sur 4, donc c'est 45 degrés. Ici, on va avoir pi sur 3, donc c'est 60 degrés. Et enfin, on va avoir pi sur 2, donc 90 degrés. Donc 0, 0, je rappelle que c'est, on fait pas de déplacement vertical. Donc ça veut dire que l'ordonnée, c'est 0. L'ordonnée, c'est le sinus, donc 0. Et le cosinus, il est au maximum, c'est 1. Voilà. La tangente, c'est sinus divisé par cosinus. Donc 0 divisé par 1, ça fait 0.
Maintenant, pi sur 6, le sinus pi sur 6, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est 1/2. Donc ici, on a 1/2, et lui, c'était son complémentaire. Son complémentaire, c'est celui qui est ici. C'est racine de 3 sur 2. Et donc, si on fait 1/2 divisé par racine de 3 sur 2, ça revient à multiplier par 2, les deux se simplifient, et ça nous fait racine de 3. Ok, pardon, ça fait l'inverse, ça fait racine de 3 sur 3. Hop, voilà. Ici, on a la même chose, on l'avait vu tout à l'heure, c'était racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, et donc puisqu'on divise par la même chose, ça fait 1, et ici, ça nous fait racine de 3 sur 2, et ici, ça nous fait 1/2, et donc là, ça nous fait racine de 3, parce que racine de 3 sur 3, c'est 1 sur racine de 3, je vais l'écrire comme ça exceptionnellement, même si je vous ai dit qu'en général, on n'aime pas les racines au dénominateur, mais comme ça permettra de voir plus facilement la liaison entre pi sur 6 et pi sur 3 parce qu'ils ont des tangentes inversées. Voilà. Et pour pi sur 2, bah c'est pareil, c'est inversé, donc là ça va être 1 et là ça va être 0, et donc là ça va être l'infini. Et on verra ça un tout petit peu plus tard. Donc du coup, qu'est-ce qu'on retient? On retient que les différentes valeurs, on va le voir sur GeoGebra, parce que je ne vais pas m'aventurer à dessiner des sinusoïdes à la main, ça risque d'être catastrophique, vu l'écriture pourrie que j'ai. Alors, on a nettoyé tout ça, très bien, et donc on va lui demander de tracer y égale sinus, puisqu'on avait tracé sinus en premier. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer, si on dit par exemple x égale, on va commencer par x égale 0, ensuite on va le mettre en couleur, voilà, voilà, ensuite on va mettre x égale pi sur 6, voilà, pareil on va le mettre en couleur, ensuite on va lui mettre x égale pi sur 4, voilà, pareil on va le mettre en couleur, voilà, ensuite on va mettre pi sur 3, voilà, ensuite on va le mettre en couleur, voilà, et ensuite on va mettre x égale pi sur 2, voilà, et on reviendra sur les histoires de périodicité, mais déjà on va regarder ce qui se passe ici, voilà, et donc vous voyez qu'on va retrouver les valeurs, donc sinus de 0 ça fait bien 0, sinus de, on va le mettre ici, celui-là, donc c'est sinus de pi sur 6, sinus de pi sur 6, on avait dit que c'était racine de 3 sur 2, alors racine de 3 ça fait à peu près 1,73, d'accord, si on fait SQRT de 3, ça nous fait 1,73 et compagnie. Si on divise par 2, ben ça nous fait 0,86, 6, etc. Et donc si on met le point d'intersection ici, on va voir que c'est exactement la valeur qu'on va obtenir ici. Voilà. Donc là, on est à pi sur 6. Voilà. J'ai dit racine de 3 sur 2, non pas du tout, c'est pas racine de 3 sur 2, sinus de pi sur 6, c'est 1 sur 2, vous n'avez pas suivi, les gens. C'est 0,5, donc on obtient exactement 0,5, la valeur qui est donnée, 0,5 sur l'ordonnée, hein, vous voyez ici, 0,52 c'est son abscisse, c'est pi sur 6, d'accord. Pi c'est 3,14, 3,14 divisé par 6, ça fait environ 0,52, d'accord. Si on fait pi divisé par 6, 0,52, etc. Ok. Voilà, ensuite, ici on a pi sur 3, là ça fait racine de 3 sur 2, donc 0,86 et compagnie. Ah non, mais c'est pas pi sur 3, là c'est pi sur 4 d'abord, parce que c'est pi sur 6, pi sur 4. Pi sur 4, on a dit que c'est racine de 2 sur 2, et donc racine de 2 sur 2, on avait dit 0,708, à 2 décimales, ça fait 0,71. Voilà, là ça fait pi sur 6, donc là ça fait le fameux 0,866, donc 87, si on arrondit à 2 décimales, et enfin pi sur 2, et là ça nous fait bien 1. Ok. Voilà, donc c'est ça les différentes valeurs qui vont apparaître ici. Ok. Donc sinus pi ça fait 0, parce que là vous voyez il a fait déjà, là il y a déjà eu pi. Donc en fait, ce qui va se passer, oui, puisqu'il faut que je rajoute des éléments ici, c'est que là, ce qui se passe, si on est sur le cercle trigonométrique, d'accord? On est sur le cercle trigonométrique, donc ici on va avoir l'angle 0, si on parle en termes d'angle, d'accord? On est à l'angle 0. Si on veut l'angle pi sur 6, l'angle pi sur 6, on a dit que c'est 1/2 pour le sinus. Le sinus c'est la verticale, donc c'est ici qu'on arrive pour l'angle pi sur 6.
Si on veut maintenant l'angle pi sur 4, on va le faire après l'angle pi sur 4, vous allez comprendre pourquoi, même si mon dessin est un petit peu foireux. Si on veut l'angle pi sur 3, on indique son cosinus il vaut 1,5, donc cette fois on trace le demi ici comme ça, et on a le pi sur 3. Et donc l'intersection entre les deux, donc ça c'est pi sur 3, l'intersection entre les deux ça me donne pi sur 4, puisque pi sur 4 c'est celui qui a le même sinus et le même cosinus. Voilà. Et après on a pi sur 2. Donc une fois qu'on a ce premier cadran, ben en fait on les obtient les autres par symétrie. Donc déjà on peut remarquer que quand j'ai tracé la verticale cos pi sur 3, c'est-à-dire x égale 1,5, bah ici j'ai aussi la même chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait ici j'ai le symétrique par rapport à l'axe horizontal, donc ça veut dire que l'angle qui est là c'est le même que celui qui est là. Donc ici c'est la même chose mais dans l'autre sens. Donc on définit le sens trigonométrique dans ce sens-là qu'on appelle aussi le sens direct, et ce sens-là c'est le sens négatif. Une autre façon de le dire c'est le sens anti-horaire, donc inverse du sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens direct. Et le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens indirect. Mais ça, c'est un peu perturbant, parce qu'on se dit pourquoi le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens indirect, etc. En fait, on va plutôt définir comme ça en physique, en disant que le sens direct, c'est lorsqu'on parcourt le chemin, et qu'on imagine que le chemin, c'est comme une rampe qu'on pourrait tenir de la main gauche, c'est ça le sens direct. Donc pour que vous teniez à moins que vous fassiez des contorsions, hein, si vous êtes un humain normal, si vous voulez parcourir le cercle en le tenant comme si c'était une rampe, et qu'en le tenant de la main gauche, c'est nécessairement, vous allez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous n'avez pas le choix. D'accord? Donc cette définition-là, je pense qu'elle est beaucoup plus concrète, parce qu'il suffit que vous mettiez physiquement, vous fassiez le geste, de dire, imaginez que le cercle, ou le chemin que vous parcourez, c'est une rampe, et vous mettez la main comme ça. Voilà. Cette vidéo est déjà ultra longue, donc je pense que je vais arrêter là pour cette première partie, et je vais faire une deuxième partie. Vous allez me dire dans les commentaires si vous aimez ce format-là, voilà. Parce qu'il a fait d'autres vidéos, Alan Baker, donc si ce format-là vous intéresse, ben, j'en ferai d'autres d'analyse comme ça, où je rentre en détail. A très bientôt pour une prochaine vidéo.